Très bien. Bon, on va démarrer. Du coup, alors, je suis en présence là maintenant de Nicolas Story, cofondateur de la société Astre Software, qui est un éditeur de logiciels de MES, de Manufacturing Execution System, qui va nous parler d'amélioration continue et de pérennité de l'amélioration continue, qui est un sujet aussi à part entière, à travers la digitalisation et la mise en place d'un système MES. Merci, bonjour à toutes et à tous. On va partir directement de la problématique qui est que vous payez des opérateurs pour produire et pour conduire des machines et pas forcément pour faire des tâches administratives. Et pour autant, ils en font beaucoup, ou en tout cas, vous leur en demandez beaucoup, comme prendre connaissance de leur planning, des lancements d'ordre de fabrication, prendre connaissance de la documentation, des plans, déclarer des activités, penser à faire des contrôles qualité, à des actions de maintenance, des chantiers 5S, etc., etc. Et derrière toutes ces tâches qu'on leur demande, il y a des formulaires à remplir, des relevés de production à renseigner et à produire tout au long de leurs équipes et de leur temps productif. Donc finalement, la question c'est où est l'efficacité au travers de tout ça et comment améliorer cette productivité. Alors, si on n'a pas d'outils de digitalisation, comment ça se passe? Les opérateurs ils vont remplir leurs formulaires tout au long de la journée. Le manager va les récupérer. Il va récupérer les fiches, va consolider les données, il va calculer ses indicateurs, il va les reporter tous les matins sur le tableau flash pour faire l'animation par intervalle court, quelque chose d'assez classique. Bilan, c'est à peu près 2 heures par jour consacrées à ce calcul, à ces relevés. Et finalement, il y a beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose, puisque derrière, on a moins de temps pour construire des plans d'action et les suivre. Donc avec le logiciel MES, on va digitaliser l'ensemble, donc on va supprimer ce papier, l'ensemble de ces opérations. Il va communiquer avec l'ERP pour échanger des données de gestion, pour éviter d'avoir du papier qui transite entre la gestion et la production. Il va bien sûr supporter les démarches d'amélioration continue qu'on verra et avec un gros travail de collecte d'informations en temps réel sur le terrain. Donc ces informations, on va les capter sur les machines auprès des opérateurs en utilisant n'importe quel type de technologie, que ce soit avec les automates, que ce soit directement auprès des machines. Il y a des solutions simples et économiques pour récupérer ces infos. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va suivre? Donc par exemple, ici, vous avez une ligne qui produit et qu'est-ce qui se passe? La ligne s'arrête. Donc la ligne de production s'arrête, le logiciel MES va avertir en fait l'opérateur sur sa tablette, sur son smartphone, sur son terminal qu'il y a un arrêt sur la ligne. Il va évidemment devoir renseigner cette information au plus vite, enfin redémarrer sa ligne. Et ensuite, au niveau du système, on lui demandera de qualifier l'arrêt de sa cause d'arrêt, comme par exemple ici, une panne. Deuxième cas de figure, deuxième exemple d'utilisation de cette digitalisation. On voit qu'en entrée de ligne, on a des composants qui diminuent grandement. Donc le système va être capable de prévoir une future potentielle rupture de composants sur la ligne et donc d'alerter la logistique pour leur dire qu'il y a un réapprovisionnement de composants à faire sur la ligne avant même que ça arrive. D'accord, ce qui va permettre au cariste de réapprovisionner la ligne de production. On lui demandera bien sûr de déclarer sa transaction. Donc en gros, qu'est-ce qu'on consomme pour des raisons de traçabilité, des raisons de gestion. Et dans un cas comme celui-là, on aura évité en fait un arrêt de ligne. Donc c'est de la non-productivité perdue qu'on a évité. Troisième cas de figure, les plans de contrôle qualité imposent un contrôle qualité, par exemple ici, toutes les 100 produits emballés. L'opérateur sera bien sûr alerté, c'est le principe, au niveau de sa tablette ou de son PC. Il va être guidé dans ces étapes, dans ces critères de contrôle qui doivent être exécutés. Si jamais il y a une non-conformité, il pourra la justifier en faisant une prise de photo directement sur son smartphone ou sur sa tablette. Et toute l'information, la digitalisation de la fiche de non-conformité sera envoyée au responsable qualité. Voilà, donc 3 exemples simples et rapides qui montrent qu'en fait la ligne peut être facilement sous contrôle. Donc l'outil va alerter, guider l'opérateur et le responsabiliser dans des tâches de traçabilité, de performance, qualité, de maintenance. Côté manager, il va disposer de toutes les données en temps réel. On dit souvent que le manager est détendu, c'est le retour de nos clients. Et il va plutôt se consacrer à l'animation de son équipe, au plan d'action, à la communication, donc à des actions de terrain, plutôt qu'à construire ses indicateurs pour faire de l'animation par intervalle court, donc de l'AIC.
Voilà en gros la digitalisation, des exemples de ce que ça peut apporter. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, l'idée, ça va être de transformer l'approche rouge-vert. Je transforme du rouge en vert. Donc en gros, évidemment, vous l'avez compris, tout ce qui est vert, c'est la valeur ajoutée que vos clients payent, ce que vous arrivez à vendre à vos clients. Et le rouge, c'est toutes les pertes et les aléas de l'atelier qui ne sont pas vendus et qui font que si on en a trop, on n'a plus de productivité ou on est moins performant. Donc l'idée avec l'outil de digitalisation, ça va être d'identifier tout le rouge pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour arriver à le réduire. Alors on n'arrive jamais à le réduire à zéro, puisqu'il y a forcément des tâches rouges qui sont incompressibles, mais l'idée c'est que c'est une forte source d'économie, d'identification de ces aléas. L'enjeu, comme le disait tout à l'heure Olivier, c'est vraiment la pérennisation de ces démarches d'amélioration continue. Alors pourquoi les pérenniser? Je pense que vous l'avez tous vécu, vous avez des problèmes dans les ateliers, on voit de la performance qui dégringole, ou en tout cas on la ressent, on va mettre en place des actions nouvelles, d'accord? Et puis petit à petit ou rapidement, ça remonte et super, la productivité elle est repartie et je suis content, tout va bien. Et puis les semaines s'écoulent et finalement, tout doucement, ça redégringole. Voilà. Et puis on remet en place un plan d'action, ça redémarre et ça repart et on est tranquille pour quelques semaines, et etc. En fait, ce qu'on voit, c'est souvent cet effet de yo-yo dans la performance industrielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système qui va permettre de mettre sous surveillance systématique la production et les actions et les chantiers d'amélioration continue qui font que finalement, on va avoir que des succès éphémères. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce suivi et cette digitalisation automatisée et en permanence pour permettre d'avoir des actions qui progressivement vont aider à améliorer cette productivité et à la maintenir et faire toujours plus. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les logiciels de MES, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des logiciels qui vont permettre de mesurer, de collecter et de piloter l'atelier en lien avec l'ERP. Donc, ce sont des logiciels qui fonctionnent en temps réel pour les sites de production. On voit là les 4 grands principes de ces logiciels. On a des données qui sont dans l'ERP. C'est ce que vous voyez en haut à gauche, ce qu'il faut fabriquer et ce qu'il faut livrer, qui sont transmis par interface au MES, qui va permettre à l'opérateur de faire ses lancements d'OF, de mettre sa machine sous monitoring, de faire des déclarations, que ce soit des aléas, des quantités, de la traçabilité, des autocontrôles, ça va dépendre de ce qu'on va lui demander, de capter des informations directes sur les machines. Alors souvent, on gagne beaucoup d'efficacité en captant très peu d'informations, donc c'est vraiment un point qu'il faut vraiment simplifier à l'extrême. Donc un temps de cycle, une durée de cycle, un top produit par exemple, sont suffisants pour pouvoir faire un maximum de mesures d'efficacité. Et puis ces données vont être traitées directement par l'opérateur et ou le manager, bien sûr, en temps réel sur ces tableaux de bord et remontées enfin à l'ERP. Donc on gagne tout le travail de distribution de papier qui vient de l'ERP vers l'atelier et la remontée déjà, plus tout le travail de mise sous contrôle de la production. Alors ces logiciels, le nôtre il s'appelle AkiWeb, vous allez voir le nom qui apparaît plusieurs fois, mais ces logiciels vont apporter des supports aux meilleures techniques d'amélioration de la performance. On ne va pas tous les passer en revue parce que je ne suis pas là non plus pour faire un cours sur l'amélioration continue. Mais en gros, c'est de se dire quelles sont les approches et comment l'outil peut nous aider dans cette démarche-là. Alors si on commence par le visual management, on voit clairement, je pense que ce que vous vivez tous, j'ai vu des stands encore dans ce salon qui proposaient des outils pour faire des tableaux flash à la main. Donc ça, c'est l'approche évidemment traditionnelle et quand on digitalise, on remplace ce tableau par un écran télé tout simple, un écran comme celui que vous avez face à vous, qui permet d'avoir au travers des tableaux de bord les chiffres qui sont renseignés en temps réel avec ce qui est capté sur les lignes et dans l'atelier, et vous permettre d'animer tout de suite votre réunion le matin sans avoir à consolider toutes ces données à la main. Alors le visual management, ça peut être aussi diffuser, donc beaucoup de grandes télés dans les ateliers, mais diffuser des informations sur comment on se positionne par rapport à un attendu, par rapport à un objectif, soit quantitatif, soit qualitatif, soit de TRS pur si on veut parler de TRS, et d'apporter des données visuelles en fait aux opérateurs entre le rouge et le vert notamment. Mais surtout, on va partager une information qui sera la même pour tous et en temps réel pour permettre à tous de se positionner par rapport à leur travail. Donc beaucoup d'outils qui vont tourner autour de cette diffusion d'informations, puisque là, c'est une des clés importantes de la réussite de ce type de système. Alors, si on prend des exemples de certaines démarches, comme le SMED,
Le SMED, vous connaissez tous le principe. En gros, c'est un temps de changement de série, soit changement d'outils, de référence, de format, en fonction de l'industrie dans laquelle on se trouve. Et c'est de se dire, on va mesurer le temps entre la dernière pièce bonne d'une série et la première pièce bonne de la série suivante. Dans un objectif de diminuer ces temps de changement, donc il faut être plus flexible pour pouvoir être capable de faire de plus en plus de petites séries et d'être plus flexible par rapport à son client. Si je prends l'exemple de la roue, si jamais je crève en repartant ce soir, si je suis très très fort, ce qui est loin d'être le cas, je vais mettre au moins 10 minutes pour changer ma roue, si tout se passe bien, d'accord? Et encore, je serais pas mal. Alors qu'en Formule 1, ils mettent quelques secondes pour changer 4 roues. D'accord? Tout ça parce que c'est préparé, parce que c'est organisé, que tout est sous la main, les outils sont prêts, etc. Donc c'est vraiment la clé de réussite du SMED. Et donc l'outil informatique, qu'est-ce qu'il va apporter? Ben, il va simplement apporter de la mesure. D'accord? De la mesure et de la communication. C'est de dire, j'ai un chantier SMED avec un objectif de X minutes pour changer un outil, par exemple 1 heure, 1h30. Je l'affiche cet objectif. À chaque moment, on peut se positionner par rapport à cet objectif. Si j'ai des décalages par rapport à cet objectif, j'alerte et je demande quelle est la raison de ce décalage. D'accord, ce qui me permettra d'améliorer mon organisation au niveau du chantier. Mais ça peut aller évidemment jusqu'à mesurer les tâches qui sont réalisées pendant cet arrêt machine. L'objectif, c'est de vous fournir à vous, managers, des données qui vont vous permettre après de mieux décider, mieux réorganiser ces chantiers-là pour pouvoir les anticiper et donc du coup les réduire. Voilà, donc des exemples. Alors on va pas analyser les exemples d'écran que je peux vous montrer, mais en gros, c'est on se positionne par rapport à une cible, je suis des temps, donc des mesures de tâches, je peux prendre en compte les problématiques de comptage de pièces de réglage suite à un changement d'outil par exemple. Je compare ces temps de SMED par rapport à des objectifs et j'ai des tableaux de bord dédiés à mes chantiers SMED. Deuxième exemple, le 5S. Donc évidemment, c'est conserver un espace de travail qui est organisé. D'accord ? Bah, tout simplement, ça se traduit comment? À la place d'avoir un formulaire pour mes chantiers 5S, bah, c'est simplement un formulaire électronique qui très visuellement, c'est ce que vous voyez sur l'écran sur la gauche, va positionner à l'opérateur les tâches qu'il doit réaliser dans son équipe. Je suis de l'équipe de l'après-midi, j'ai 3 tâches, donc j'ai 3 carrés rouges. Je sais visuellement ce que je dois faire et je clique dessus, soit pour prendre de la documentation pour m'expliquer comment réaliser un nettoyage par exemple, soit pour simplement pour dire ok, je l'ai fait. D'accord ? Et ça sert aussi de support au niveau du manager pour pouvoir faire ses audits de chantier 5S et donc noter les équipes ou les opérateurs de manière individuelle. Alors derrière tout ça, ce qui est caché, c'est toute cette notion d'alerte à l'opérateur. Il a des actions 5S à faire, on arrive un quart d'heure avant la fin de l'équipe, il ne les a pas faites ou il ne les a pas déclarées. On va l'alerter, attention, tu as tes actions 5S à faire. Donc c'est aussi un pense-bête pour l'opérateur, pour vraiment digitaliser un maximum de choses. L'auto-maintenance, les principes sont à peu près les mêmes. On responsabilise les acteurs, on peut déléguer une partie de la maintenance, notamment la maintenance de niveau 1, auprès des opérateurs, et on va leur fournir des informations directement au pied de la machine. Le Pareto des arrêts, par exemple, mais pas uniquement, les différents problèmes qui ont pu avoir lieu avant, et surtout, on va l'alerter. En gros, on va avoir une maintenance à réaliser tous les 1000 cycles d'utilisation d'un outil ou d'une machine. Hop, j'aurai une petite clamolette qui va apparaître sur mon écran pour dire à l'opérateur, tu dois faire ta maintenance préventive. Donc l'idée, c'est vraiment de l'alléger dans son travail, en tout cas, qu'il puisse se concentrer sur sa machine. Et derrière, on pourra le guider également dans la réalisation de ces tâches de maintenance. Alors toute cette amélioration continue, en fait, elle passe par de suivi de plans d'action, donc selon la route d'Hemming. Donc je planifie, je fais des actions, je les vérifie et j'agis, etc. On est dans cette notion d'amélioration continue. Concrètement, d'un point de vue logiciel, eh bien, effectivement, on va dématérialiser là aussi l'ensemble de ces tâches et l'ensemble de ces actions. Et surtout, on va permettre à l'opérateur, puisqu'on se focalise beaucoup sur l'opérateur, d'avoir ses actions dédiées à sa machine. Donc il a sa tablette ou son smartphone ou son terminal et il voit les actions qui concernent sa machine. Il voit comment elles avancent, qui est en charge de les faire. Éventuellement, il peut en proposer d'autres. Donc tout ça avec des notions de déclaration extrêmement simplifiées. L'objectif étant, là encore une fois, de faire tomber un formulaire papier et de le remplacer par de l'écran, mais de manière plus intelligente et plus dynamique.
Une autre démarche d'amélioration continue, c'est par exemple l'ISO 50001, donc dans un objectif de réduction des énergies. Très clairement, c'est une méthode qui s'appuie beaucoup sur le PDCA, et donc on va utiliser les mêmes choses que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'outil va permettre notamment de travailler sur l'auto-apprentissage. L'idée, c'est de connaître quel est le référentiel de consommation d'énergie d'un équipement par rapport à la production qu'il est en train de réaliser. Donc, quel type de produit, quel type d'outil, éventuellement quel est son état. D'accord. Donc, le système va apprendre quel est ce référentiel. Et ensuite, il va pouvoir monitorer, comme il le fait pour dire une machine, elle produit ou elle ne produit pas. Là, ça va être je consomme normalement ou je consomme plus que attendu, donc au-dessus de mon référentiel. Donc être capable de lancer des alertes en cas de surconsommation d'énergie et surtout de pondérer en fait ces indicateurs, puisque finalement, si on est capable de mesurer la consommation énergétique d'un équipement par rapport à un référentiel, on est capable d'en sortir un taux de performance, un ratio qui sera un taux de performance qu'on pourra venir pondérer, enfin qui servira à pondérer en fait le TRS de la norme AFNOR et d'avoir un TRS qui prend en compte aussi bien la performance énergétique de l'équipement. Voilà, donc c'est pour aller jusqu'au bout en fait de la performance de l'équipement qui est utile d'avoir cette vision énergétique. Donc c'est ce que je rappelle ici brièvement. Donc vous avez le TRS de la norme AFNOR que vous connaissez bien, donc la disponibilité, la performance et la qualité. Et si on va avoir une vision globale de la performance d'un équipement, il ne faut pas oublier le volet énergétique, puisque là aussi ça peut impacter sa performance directe. Donc on parle, nous, de TRS énergie. C'est la pondération du TRS AFNOR par la performance énergie. Pour vous présenter rapidement en fait, notre logiciel, donc, comme je vous l'ai dit, il s'appelle AkiWeb. Il est commercialisé en 9 modules. Donc un module qui va travailler sur tout ce qui est suivi de production. Donc on suit les équipements, on va suivre les activités comme la dématérialisation des ordres de fabrication, les temps des personnes et du personnel. Mais c'est là où on va trouver aussi des démarches d'amélioration continue comme du SMED, comme le 5S dont je vous ai parlé, le suivi de PDCA. On a un module qui va permettre de gérer tout ce qui est autocontrôle. On n'en a pas parlé avant, mais tout ce qui est autocontrôle va fonctionner de la même manière que les maintenances préventives. Gestion du planning par des algorithmes sous contrainte. Mise à disposition de toutes les documentations contextuelles. Je produis telle référence, j'ai la doc de ma référence. J'ai une panne machine, je propose tout de suite à l'opérateur une vidéo ou un mode opératoire pour l'aider à redémarrer ma machine suite à cette panne. On peut aller jusqu'à dématérialiser complètement des modes opératoires, donc avec le module qui s'appelle AkiGuide. Et puis, plus de traçabilité avec la généalogie, la gestion de flux, notamment pour éviter les ruptures de stock, comme on en a parlé tout à l'heure, et la notion de performance énergétique. Voilà, donc ces 9 modules qui permettent surtout, quand on fait de la digitalisation, c'est d'avancer pas à pas. C'est je dématérialise d'abord un formulaire, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc il ne s'agit pas de mettre ces 9 modules d'un coup, mais c'est vraiment d'y aller vraiment pas à pas. Et je vous invite, parce que je m'en suis aperçu tout à l'heure, pour ceux qui sont là encore là demain matin, on a un de nos clients qui apporte son témoignage sur le stand d'Industrie 4.0, justement sur cette démarche pas à pas de mise en œuvre de notre logiciel, mais vraiment dans une démarche de transformation d'une usine Lean. Donc c'est un exemple très concret de cette société qui s'appelle Domis. Voilà, donc la digitalisation de l'atelier, c'est simple. Avant, ça c'est chez un client par exemple, et le même poste après, donc plus de papier, les docs sont sur écran, les formulaires sont sur écran, et les indicateurs aussi. Côté management, avant c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Après, donc c'est de l'AIC. Donc pour l'AIC, pour l'animation par intervalle court, il y a des outils qui sont dédiés AIC terrain pour l'atelier et des outils pour de l'AIC management, comme c'est présent sur la photo ici. Donc c'est pas tout à fait les mêmes tableaux de bord puisqu'on ne va pas travailler sur les mêmes données. Alors évidemment, la digitalisation, ça ne s'arrête pas dans l'atelier, puisque avec des applicatifs web que vous pouvez télécharger sur smartphone, sur Google Play ou Apple Store, vous pouvez avoir cette information de votre usine directement sur votre smartphone, quel est l'état des machines, leur performance. Et donc vous êtes en train de visiter le salon CEPM, vous regardez sur votre smartphone, si vous êtes inquiet d'une production, vous pouvez réagir tout de suite si ça se passe mal ou si vous avez besoin d'appeler quelqu'un dans votre usine. Alors, simplement pour faire un petit peu de pub, pardon.
pour nous. Qui sommes-nous? Donc, on est une société stéphanoise, j'y reviendrai tout à l'heure. On travaille essentiellement pour des PME, même s'il y a des logos de grands comptes qui apparaissent ici, ils viennent chercher chez nous cette démarche PME et cette démarche pas de mise en œuvre de projets, à peu près dans tous les secteurs d'activité, donc avec toute taille d'entreprise et toute taille de projet. Ce qui est important, c'est surtout ce qu'en pensent nos utilisateurs. Donc je vous invite à aller sur notre site web, vous avez des use cases, des exemples, des petites vidéos qui ont été filmées en atelier, qui permettent de voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et puis quelques verbatim d'utilisateurs. Voilà, donc notre usine est plus moderne, notre usine, je ne savais pas manipuler des PC et j'y arrive enfin, etc., etc. Donc Astray Software, c'est une société qui a 8 ans maintenant, qui est en hyper croissance. On a eu la chance d'être classé pour la 3e fois dans les champions de la croissance la semaine dernière des Échos, 3e année consécutive. Donc on est basé à Saint-Étienne avec une agence à Toulouse, Nantes et en cours de création à Strasbourg. Et puis bientôt outre-Atlantique d'ici le milieu de l'année. Voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je pourrai y répondre. Merci beaucoup Nicolas. Alors est-ce que vous avez des questions sur finalement la mise en place de ce type de logiciel? Sur également l'acceptation dans l'entreprise, hein, d'avoir aussi, quand on transforme, on a une digitalisation de la société, comment c'est perçu globalement chez vos clients? Alors, souvent la crainte du management, c'est le flicage. Se dire finalement ça va être vécu comment, ça c'est une fausse crainte. C'est une fausse crainte qu'on explique beaucoup à nos clients et qui constatent très très vite. Alors ils ont pu échanger avec d'autres qui l'ont déjà fait avant et ils se rendent compte que c'est vraiment une fausse crainte. Pour 2 raisons. La première, c'est que souvent, un logiciel comme celui-là, comme AkiWeb, il va aider les opérateurs dans leur démarche quotidienne. Et en fait, ça va rendre visible des choses qu'eux ils voyaient depuis longtemps, mais que ne voyaient pas forcément leur manager. Et ça va mettre en exergue des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, le flicage, il est déjà présent parce qu'ils remplissent des fiches. Donc de toute façon, il faut qu'ils disent ce qu'ils font et qu'ils indiquent leur temps. Et que finalement, ça les libère de le faire beaucoup plus facilement parce qu'ils ont beaucoup moins de choses à écrire, beaucoup moins de choses à déclarer, puisqu'il y a un maximum d'éléments qui sont automatisés. Donc finalement, souvent les opérateurs, contrairement à ce qu'on pense, c'est eux qui demandent à ce que le projet s'accélère pour dématérialiser encore plus de choses que ce qui n'était fait au départ. Voilà, donc c'est souvent une fausse crainte du management de se dire comment ça va être pris par les opérateurs. Comment cet outil s'interface avec un outil de GMAO? Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont similaires. Alors oui, il y a des fonctionnalités qui pourraient être similaires, hein, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Souvent c'est plutôt complémentaire parce qu'on va pas aussi loin que ce que va une GMAO dans des actions de maintenance. On ne gère pas des stocks de pièces détachées, on ne gère pas spécifiquement des plannings de maintenance, mais plutôt un planning global de production qui peut prendre en compte les activités de maintenance, mais c'est tout. Au sens où je bloque l'activité, enfin si je bloque ma machine pour de la maintenance, c'est pris en compte dans notre planning. Par contre, toutes les actions de maintenance en dehors de la machine, nous on ne les voit pas. Donc on est vraiment orienté prod, d'accord? Alors souvent on met en place des actions, des interfaces avec des GMAO. Par exemple, les opérateurs ils peuvent avoir un bouton appel à la maintenance. Donc on fait une demande d'intervention et on envoie cette info à la GMAO pour qu'ils interviennent sur leur système. On peut leur envoyer des indicateurs. Voilà, donc c'est un peu comme... moi, je vois plutôt ça comme des systèmes complémentaires. Comme on a la complémentarité ERP, MES, on ne se pose pas la question. Avec la GMAO, c'est pareil. Hein. Nous, on ne fait pas ce que fait la GMAO et la GMAO ne fait pas ce que nous, on fait. Voilà, on fait sur des parties de recouvrement, on le fait un petit peu différemment, mais pas tant que ça, finalement. Oui, bonjour. Est-ce que vous proposez des ateliers, des workshops pour évangéliser l'ensemble des équipes ? Alors oui et non, enfin oui. On a créé il y a très longtemps maintenant, je fais partie des cofondateurs, le club MES en France, dont la vocation c'est d'évangéliser les industriels. Donc on essaye d'avoir des rendez-vous un petit peu partout en région en France sur des conférences, sur des thèmes divers et variés. On a un gros événement sur ce sujet-là qui a lieu à Paris, c'est les Assises du MES,
qui auront lieu, voilà, vous l'avez peut-être déjà fait, donc les prochaines sont au mois d'octobre, où là le principe c'est vraiment d'avoir des témoignages industriels, des ateliers, etc. Voilà, donc ça c'est au titre, on va dire, profession, d'accord, Club MES. Et au titre d'Astrée, oui, nous on le fait au niveau de nos prospects avec des visites d'usines par exemple. C'est quelque chose qu'on va faire par exemple cette année dans 3 régions de France. Oui. Et puis il y a des webinars qui traitent des sujets. Nous on a des webinars 1 fois par mois, donc voilà, il suffit d'aller sur notre site web et vous avez des infos sur ces sujets. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc effectivement, les assises du MES, on peut aussi en parler, hein, qui auront lieu cette année. C'est en octobre? C'est en octobre, je crois que c'est le 13 octobre, mais j'en suis vraiment pas sûr. Bon. Ça a lieu à Paris, dans le quartier de Bercy. Très bien. Écoutez, de toute façon, Nicolas Story se tient à votre disposition. Est-ce que vous avez davantage de questions? Merci beaucoup et à demain. Merci.